Et donc, Henri-Michel Cauchy, lui est passionné depuis toujours plus de biologie. Depuis son plus jeune âge, il parcourait la campagne à la recherche des temps pour observer surtout les animaux aquatiques. Et après des études de biologie à l'université de Liège, il a obtenu sa thèse en 2000 à l'université de Liège sur l'utilisation du zooplancton pour en extraire la chitine pour différentes applications. Et depuis 2002, il travaille au Centre de recherche public Gabriel Lippmann et puis l'Augsburg Institute of Science and Technology, où il a développé plus particulièrement les activités en microbiologie environnementale, et il gère un groupe en microbiologie environnementale dans ce centre. Et ces activités, surtout ces 3 dernières années, ont connu un essor très, très important, notamment, surtout avec la crise sanitaire du coronavirus, parce que l'équipe d'Henri-Michel Cauchy, avec notamment aussi sa collègue Leslie Ogorzali, certains vous la connaissent certainement parce qu'elle a réalisé son doctorat sous la supervision du professeur Ganser, qui est présent dans la salle. Donc, l'équipe a mis en place une surveillance du coronavirus dans les eaux usées. Et c'est un très bon intégrateur d'avoir une idée de la situation globale dans la population, parce que tout le monde, à la fin, remet des choses qui arrivent dans les stations d'épuration à un moment donné. Et on peut voir de quelle zone ça arrive. Et on a pu constater que ce signal, on le trouve souvent une semaine avant qu'on voit la dynamique dans la population au niveau médical. Et donc, ça a été utilisé comme un indicateur très, très précieux par le gouvernement pour gérer la crise, pour prendre des mesures dans le contexte de cette gestion de cette crise sanitaire. Et donc, pour l'instant, il va vous raconter plus là-dessus, évidemment. Il est en train de promouvoir, de mettre en place un observatoire permanent, pérenne, épidémiologique en utilisant les eaux usées, pas uniquement le coronavirus, mais on trouve aussi d'autres bactéries pathogènes dans les eaux usées, d'autres virus qu'on pourrait ainsi suivre de manière comme outil de surveillance et voir peut-être très rapidement, très précocement quand ce genre de bactéries ou de virus apparaissent dans les eaux usées pour prendre les mesures adéquates. Donc, il va vous présenter un peu ce qui a été fait et l'avenir de l'utilisation des eaux usées pour cette thématique. Merci beaucoup, Lucien, pour cette introduction et bonjour à tous. Je suis très honoré d'être présent aujourd'hui parmi vous. Comme vous l'avez peut-être noté dans mon parcours, le fil rouge, c'est l'eau, mais je viens d'un secteur différent au départ de la microbiologie. Et tout à l'heure, on évoquait les 20 ans de rapprochement entre l'Académie de Lorraine des Sciences et l'Institut Grand-Ducal. Eh bien, il y a 20 ans, j'ai fait un autre rapprochement, Luxembourg-Nancy, puisque j'ai une sollicitation pour travailler sur des questions de microbiologie dans l'eau. Et n'ayant pas l'ensemble du background, comme on dit en bon français, j'ai pris mon téléphone et j'ai contacté le professeur Louis Schwarzbrot, qui est présent à la salle aujourd'hui. Et j'ai dit, est-ce qu'on peut discuter un peu, parce que c'est pas notre secteur. Et je suis arrivé et j'ai eu un accueil tout à fait chaleureux, des discussions qui ont lancé d'autres collaborations avec 2 autres personnes qui sont à la salle, Mme Schwarzbrot et Christophe Ganser, qui est encore en collaboration avec nous. Donc, c'est un grand plaisir de présenter le résultat de ces 20 années de recherche au Luxembourg. C'est aussi avec un petit frisson, puisque je vais essayer de ne pas dire de bêtises et vous rectifierez si j'en dis. Alors, pour préparer ceci, je me suis dit, on peut discuter de ce qu'est l'épidémiologie basée sur les eaux usées aujourd'hui, ce qui a été déjà fortement présenté. Le grand public commence à connaître cette thématique. Et puis, je me suis dit, mais comment se fait-il que ça a émergé en 2020, alors que
il n'y avait pas obligatoirement de grande application, à part une dont je vais parler bien sûr sur le poliovirus. Précédemment, c'est surtout parce que des personnes étaient prêtes à faire ce travail et venaient finalement de quelque chose de légèrement différent. Et je vais me permettre aujourd'hui de passer un tout petit peu sur l'histoire qui amène ces compétences. L'idée est de répondre à quelques questions après avoir redéfini pour vous ce qu'est l'épidémiologie basée sur les eaux usées aujourd'hui, très brièvement. Je vous propose un peu quelques questions. Qu'est-ce que c'est? Donc, brièvement. Et puis, 3 temps. Un premier temps sur d'où ça vient, c'est-à-dire quelles sont les formations des personnes qui ont été capables pendant cette crise de répondre à cette application émergente. Qu'est-ce que nous, on a fait au LIST en pré-Covid et puis ce que nous avons fait pendant la période de prévalence du SARS-CoV-2 et, soyons optimistes, dans la période post-Covid. Donc pour cela, le principe est le suivant. Alors malheureusement, l'animation ne va pas se faire, mais je vais quand même vous présenter même ce qui est derrière la partie en bleu. L'idée est la suivante. Au centre, vous avez la population. La population générale est exposée à un certain nombre de choses, volontairement ou involontairement. Volontairement, on prend des médicaments. Involontairement, on a des virus qui circulent et qui vont nous utiliser comme réacteurs pour faire beaucoup de virus à partir de peu de virus. Certaines personnes vont aussi s'exposer volontairement à des substances nocives potentiellement ou toxiques au minimum et qui sont illégales. Et la question est multiple. À partir de cela, peut-on avoir une information de ce qui est l'exposition de ces personnes par une analyse des eaux usées, c'est-à-dire que chaque personne va métaboliser ou amplifier un signal lié à cette exposition, des virus, plus de virus avant qu'après, qui potentiellement sont évacués par les selles, l'urine, ou les médicaments qui sont métabolisés en partie, les drogues qui sont métabolisées et qui se retrouvent dans le système d'égouttage qui va vers une station d'épuration qui est joliment cachée par le cadre bleu qui est là derrière. Si on a l'information de ce qui rentre dans une station d'épuration, par unité de temps, une journée par exemple, on a une information de ce qui se passe comme transformation dans le réseau d'égouttage. Quand on sait ce qui se passe dans le corps humain comme transformation, on peut éventuellement remonter et consolider ces informations pour connaître l'exposition des personnes ou la prévalence d'une maladie virale par exemple. Alors, je vais prendre un point de départ, et ce point de départ, vous voyez, il n'est pas tout à fait hier, il n'est pas tout à fait avant-hier, il est au 19e siècle. Je vais prendre de manière tout à fait arbitraire et subjective quelques exemples qui vont montrer que, en fait, on va partir d'une idée qui est assez différente de l'épidémiologie basée sur les eaux usées pour construire un savoir qui va être mobilisable très rapidement grâce à des équipes qui travaillent depuis des années, souvent avec des budgets réduits d'ailleurs, et puis qui vont à un certain moment être promus comme étant les personnes pouvant donner une solution sous certaines conditions. Le 19e siècle est sans aucun doute un siècle d'épidémie, comme les précédents, mais là en particulier bien documenté. On commence à avoir une structure scientifique qui est elle-même consolidée, et on a notamment des épidémies de choléra. On sait aujourd'hui que c'est dû à une bactérie. On a parlé du Pakistan juste avant, qui par les inondations va subir des épidémies fréquentes, puisque c'est une bactérie aquatique essentiellement, qui va se balader, qui va entrer en contact avec les humains, passer par le tube digestif, s'amplifier, créer quelques soucis de santé souvent mortels, déshydratation notamment. Et il est intéressant de prendre ce point de départ parce que c'est là qu'on va mettre les scientifiques sur la voie de ce qui va pouvoir être l'émergence d'une connaissance utile pour l'épidémiologie. Alors normalement, les choses apparaissent les unes après les autres, vous avez tout d'un coup. Donc vous voyez peut-être pas spécialement ce qui est derrière, qui est la carte devenue iconique de John Snow, qui est à gauche, qui est un médecin qui va s'intéresser au cas de choléra et la mortalité par choléra dans un quartier de Londres, pas que dans un quartier de Londres d'ailleurs, mais la carte est iconique parce qu'elle représente le quartier de Soho, dans lequel on a la consolidation des informations rue par rue. Sur la longueur de la façade, Snow va tracer une ligne noire pour un mort, 2 lignes noires pour 2 morts, 3 morts, et il va comme ça montrer que
ce qu'on pense à l'époque, qui est que le choléra est dû à des émanations provenant de la putréfaction de matières organiques qu'on appelle généralement les miasmes, ne tient pas la route et qu'il doit y avoir une autre source. Et cette source, il va la trouver dans la pompe à eau de la rue principale de ce quartier et va, dans les années 1850, publier cette deuxième édition de son livre Mode of Communication of Cholera, dans lequel il dit clairement c'est l'eau qui est le vecteur de ces maladies et pas des miasmes qui passent dans les rues. Et l'histoire en science est souvent extrêmement injuste avec les personnes qui font réellement la science. On le sait tous. C'est pour ça que j'ai remis la photo de Henry Whitehead, qui est en fait un pasteur qui va être la personne réellement qui va initier la question de l'enquête épidémiologique. C'est-à-dire que cette personne, beaucoup plus que Snow, va aller à la rencontre des personnes en leur demandant « mais où avez-vous pris l'eau ? Quelles sont vos habitudes qui peuvent mener au fait que vous ayez le choléra ?» Et les deux, en fait, John Snow et Henry Whitehead, doivent être crédités de la première étude épidémiologique. Et là, on ne sait pas du tout ce qui cause le choléra. On suspecte juste que c'est l'eau. Donc, on est sur la voie. Et c'est intéressant de prendre d'autres textes qui montrent qu'on n'est pas du tout sorti de cette logique d'origine miasmatique qui est complètement réfutée aujourd'hui. Et vous avez ici un livre intéressant qui reprend une comparaison de l'épidémie de 1832 à Londres et à Paris. Et l'auteur, Bureau Riofré, dit il y a eu plus de cas à Paris qu'à Londres en 1832, beaucoup plus de cas, 19-20 000, contre 7 000 à Londres. Pourquoi ? Alors, je résiste pas à l'intérêt de vous lire les quelques phrases pour voir comment la communication autour des sciences a changé, quelque peu. Il s'interroge sur la différence et dit « Il y a des pauvres, il y a des ivrognes, des gens vicieux et vagabonds à Londres autant qu'à Paris. Il y a des riches débilités par le luxe, les plaisirs et les passions. » D'où vient donc la différence de contamination ? Cette différence vient du fait que Londres est bâtie dans des conditions hygiéniques qui sont plus favorables à Londres qu'à Paris, avec notamment plus d'espace, plus d'air, et il le met en italique, plus d'eau. On est sur la voie, c'est effectivement, même si on ne connaît pas encore l'agent pathogène et qu'on ne sait pas qu'il est lié à l'eau, on est sur la bonne voie. Londres entier est suspendu sur des égouts qui forment un réseau, une rame d'une ville souterraine. Donc on voit que se construit les choses de manière indirecte, et en fait, on va voir qu'aujourd'hui encore, en période jusque pré-Covid, en fait, on va véritablement continuer à utiliser une méthode relativement indirecte pour déterminer le risque sanitaire. Donc en gros, la philosophie plutôt hygiéniste du 19e siècle, on le sent, est en route. Elle comprend confusément qu'il faut de l'eau propre qu'on va aller chercher en dehors de la ville, qui va en quelque sorte irriguer la ville et emmener par un système qu'on va appeler d'assainissement les miasmes. La plupart des personnes au milieu du 19e siècle vont continuer à utiliser ce mot vers l'aval. Si possible, le plus loin possible, la ville de Paris va mettre en place ce système, la ville de Londres, mais il y aura quand même la persistance d'épidémies de choléra jusqu'à la fin du 19e siècle, et c'est véritablement le développement de la connaissance, c'est-à-dire quel est l'agent pathogène, comme on pourrait dire aujourd'hui, qui va nous permettre une véritable maîtrise sanitaire. Donc tout ça se consolide, et à la fin du 19e siècle, on a quelques ouvrages intéressants et fondamentaux comme Microorganisms in Water. Voilà, on y est. Pasteur et Koch sont passés par là. On a une connaissance de ce qu'est un agent pathogène. On sait comment le prouver, on sait comment le déterminer, le postulat de Koch. Deux auteurs, Percy Frankland et son épouse. Et en ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, j'ai essayé de rechercher quelle était l'identité exacte de Madame Percy Frankland, puisque vous remarquez qu'elle n'est pas créditée d'autre chose que Madame épouse de Percy Frankland. Mais je n'ai pas trouvé son nom, donc je ne peux pas vous la réhabiliter aujourd'hui. Et donc Pasteur, lui, a prouvé dans les années 1880, un peu avant, que l'eau, quand elle est contaminée,
que ce soit d'ailleurs par le choléra ou autre chose, et qu'on l'injecte à un animal, il développe une septicémie. Donc, il y a des agents pathogènes dans l'eau. Et Koch, dans son étude en Inde, on revient à ces questions d'inondation, Inde et Pakistan subissent la mousson et ont des épisodes de choléra, eh bien, on a une contamination qui est due au fait qu'on utilise de l'eau pour les besoins de consommation humaine, donc pour la boisson, de l'eau qu'on va appeler aujourd'hui de potable, mais qui ne l'est pas à l'époque, sert aussi à nettoyer les enfants sales, notamment nettoyer leur sel et les vêtements de ces enfants. Et évidemment, entretenant, on le sait aujourd'hui, le réservoir de Vibrio cholerae responsable de ce choléra. Très injuste, je vous ai dit la science, puisque c'est Koch qu'on pense être le découvreur réel du bacille du choléra, c'est-à-dire Vibrio cholerae, cette bactérie qui est au milieu en forme de virgule avec son flagelle. Et en réalité, 30 ans avant, il y a déjà un chercheur italien, Filippo Pezzini, qui a fait une observation, qu'il publie d'ailleurs, et qui dit, en fait, le choléra est dû à un bacille. Et il est malheureusement oublié, et sans doute que Koch n'a pas lu cet article, mais on voit que les choses prennent du temps. Donc là, on a 30 ans pour entre une première détection et une suspicion, et aujourd'hui savoir, 30 ans plus tard, ce qui se passe. Heureusement, aujourd'hui, les choses vont plus vite, puisqu'on va voir que, par exemple, pour les variants du SARS-CoV-2, en quelques semaines, on va avoir évidemment une communauté scientifique qui se mobilise et qui permet de déterminer à qui on a affaire beaucoup plus vite. Mais on voit aussi que, à cette époque, ce qui émerge, c'est une émergence de connaissances permet une émergence claire d'action. Et l'action majeure, c'est évidemment de ne plus avoir de gens malades, de ne plus avoir de gens qui meurent. Il faut surveiller ces eaux usées, ça apparaît à ce moment-là. Et on doit à Théodore Escherich, dont on laissera évidemment un nom de genre bactérien très connu, le soin d'avoir eu une des illuminations majeures qui est de dire chaque cellule humaine et de mammifères de manière générale va contenir certaines bactéries comme Bacillus coli communé, qu'on appellera aujourd'hui Escherichia coli, et que la présence systématique dans les selles va faire dire à Schardinger que si on en trouve dans l'eau, c'est qu'il y a un mélange avec des selles et qu'il y a donc un risque sanitaire. Et vous voyez qu'on évolue par association d'idées plus que par recherche d'un pathogène et de savoir comment il se propage. Aujourd'hui, les directives européennes de qualité de l'eau, de baignade, de la qualité d'eau de boissons destinées à la consommation humaine, donc l'eau potable, disons, l'eau réutilisée en irrigation, continue à être basée sur une analyse de risque sur ce critère, qui est la présence ou non de certaines quantités d'Escherichia coli. Donc, on est resté sur cette logique pendant 120 ans. Donc, il apparaît que les quantités de bactéries dans l'eau sont une source de risque de maladie. On a aussi une autre chose très importante qui va arriver, c'est la technologie, notamment Pasteur est en fait surtout, en dehors de ses qualités scientifiques, un très bon entrepreneur et a beaucoup de collaborateurs qui vont travailler à des brevets, à des développements, notamment de filtration d'eau, Chamberlain. Les filtres Chamberlain sont connus et vont déterminer que la filtration de l'eau, si elle est faite dans certaines circonstances, va réduire, par exemple, de 90% la charge en bactéries. Et si on est en dessous de 100 bactéries, par exemple ce fameux Bacillus coli communé, eh bien on a diminué de 90% la probabilité de développer des maladies épidémiques. Donc on va voir cette limite qui aujourd'hui est évidemment revue, adaptée, suivant le type d'eau et l'utilisation. Mais encore une fois, on est à 120 années près à ce qu'on utilise encore en routine aujourd'hui, que ce soit dans le Grand Nancy, à Luxembourgville, comme critère de qualité. On voit aussi que c'est un critère de qualité qui n'est pas basé sur la présence des pathogènes, mais sur la diminution d'un risque par une technologie, ce qui est quelque chose de très différent. Alors, la mise en place des filtrations de l'eau va permettre véritablement, et ces données le montrent, une chute spectaculaire de l'incidence des maladies hydriques sur la santé. On a des données très, très intéressantes en Amérique du Nord, au tournant du XXe siècle, 19e, 20e siècle, où on voit que sur ce graphique, la mortalité pour 100 000 personnes, qui est donc très élevée pour cette fois-ci non pas le choléra, mais
la fièvre typhoïde due à Salmonella typhi, on a une réduction à partir de la mise en place de la filtration sur bain de sable à très grande échelle pour diffuser de l'eau qui est potabilisée, permet une chute considérable de la mortalité qui sera après encore peaufinée en termes de traitement par l'arrivée de la chloration et plus tard l'ozonation beaucoup plus tard. Donc on a l'émergence d'une connaissance. Donc, le fait d'avoir reconnu l'eau comme étant un vecteur, d'avoir eu cette évolution qui permet à la microbiologie de dire quel est l'agent pathogène, eh bien, au début du XXe siècle, on pourrait dire qu'on a à peu près tout à notre disposition. Et aujourd'hui, on va garder cette logique avec ce cycle. En bleu, la production d'eau potable entre la source et le consommateur. On va mettre des barrières pour éliminer les pathogènes. Et puis la courbe en kaki qui représente les eaux usées et leur réutilisation potentielle, ou en tout cas pour renourrir les écosystèmes naturels. Eh bien, les indicateurs de qualité, je vous ai dit, sont calqués sur ceux qu'on a découverts il y a plus d'un siècle. Mais l'idée naît alors à ce moment-là de protéger les personnes des maladies hydriques, soit, mais on peut aussi utiliser l'information de ce qui est produit par les personnes dans les eaux usées comme indicateur de l'intensité de la contamination humaine. C'est beaucoup moins développé que la question de la protection au niveau de l'eau potable, mais ça émerge au cours du XXe siècle. Et l'émergence majeure est dans le cadre de l'éradication du programme global d'éradication de la poliomyélite, qui est une maladie virale extrêmement infectieuse qui va toucher en particulier les jeunes enfants produisant des paralysies notamment ou des défauts de croissance, comme vous le voyez sur l'image en haut à droite. Et ce programme, très efficace, on le voit sur l'évolution des pays touchés par la poliomyélite dans la fin du XXe siècle, jusqu'à ne plus avoir que 3 pays considérés comme problématiques en 2012. On voit que ce programme a été mis en place, notamment par la question de la vaccination, mais aussi par la question d'un suivi par les eaux usées. Là, c'est véritablement l'émergence de l'épidémiologie par le suivi par les eaux usées. Et quelles étaient finalement les difficultés rencontrées pour mettre en place ce système? Eh bien là, c'était la difficulté à détecter l'agent pathogène. Donc, dès la deuxième moitié du XIXe siècle, on connaît la présence de virus et bactéries, enfin d'abord bactéries, puis plus tard on aura la connaissance qu'il y a des virus qui se baladent dans l'eau, qui sont problématiques pour la santé, et pourtant pour certains virus, on va attendre la possibilité de les détecter, de les quantifier. Donc ça va être la partie majeure du défi. Alors, la question de l'éradication, du suivi de l'éradication de la poliomyélite par un suivi des eaux usées concerne énormément de pays où on a un reporting systématique pour l'OMS dans différents pays, dont la France, par exemple, permet véritablement d'avoir l'information du suivi et de suivre la régression de la prévalence de la maladie au niveau des populations, de manière générale, la prévalence des entérovirus à partir du moment où on utilisera des outils moléculaires, on va le voir dans un instant. Donc voilà un petit peu condensé cette question. Il paraissait, ou en tout cas pour moi-même, intéressant de savoir, mais finalement, cette thématique de l'épidémiologie, elle émerge assez tardivement dans l'histoire de la microbiologie des eaux, et finalement, elle est appliquée essentiellement, même s'il y a d'autres exemples, à une question majeure, bien sûr, l'éradication de la polio. Et pourquoi nous n'étions pas en mesure déjà d'avoir des systèmes qui fonctionnaient pour surveiller d'autres virus en 2019, par exemple. Nous ne les avions pas et la réponse a été cependant rapide parce que il y avait toute cette communauté scientifique qui travaillait sur les autres questions de contamination des eaux avec des virus et des bactéries entériques comme développées depuis la fin du 19e siècle. Alors,
Dès 2000, je vous l'ai dit, on se met un peu à s'agiter au Luxembourg en se disant il faudrait une surveillance un peu de la qualité de l'eau potable, de l'eau de baignade, avec les moyens habituels, bactéries essentiellement. Puis on s'est dit il y a tous les agents non bactériens, c'est-à-dire les virus et les parasites. La raison de ma venue en 2003 à Nancy pour venir discuter de ce sujet. Et dès qu'on a lancé cette activité, en fait, eh bien, on a essentiellement travaillé sur la question de surveillance et de protection des ressources en eau. Et seulement à 2 occasions durant ces 20 années ou presque 20 années, on a été confronté à la question de l'épidémiologie basée sur les eaux usées. Le premier, dans le cas du poliovirus. Le poliovirus n'était plus surveillé depuis un certain temps. Le Luxembourg avait été déclaré poliofluie, une zone qui n'était plus problématique. Et cependant, la guerre va ramener cette question sur le devant de la scène avec la guerre en Syrie et l'émergence d'un problème au minimum théorique qui est les migrants qui vont rejoindre un certain nombre de pays, légalement ou illégalement. Ne serait-il pas porteur du poliovirus, puisque on voit réémerger en fait des foyers de poliovirus sauvages dans la Syrie en guerre. Et dans ce cadre-là, en fait, eh bien, il y a une mobilisation au niveau du Luxembourg en disant mais qui est capable de nous dire ce qui circule dans les eaux usées? Eh bien, on va retomber sur les usual suspects, comme on dit, c'est-à-dire les personnes qui travaillent sur la question des maladies hydriques. Donc, on a eu plusieurs études qui ont été faites, dont une en 2017 qui me permet de positionner déjà quelques éléments de discussion sur la méthode. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, on prend de l'eau dans une station d'épuration. L'exemple le plus clair, c'est l'accueil des réfugiés syriens dans un centre qui est isolé, qui possède un égout et dans lequel on peut directement prendre des échantillons. Ce qui a un avantage, c'est que pour des personnes qui ont déjà été déplacées, on a une méthode non intrusive par rapport à eux pour avoir une information sur leur niveau de santé, par exemple, ou dans ce cas, le potentiel d'être contaminé par le poliovirus. On prend ces échantillons toujours sur une journée, enfin sur un cycle de 24 heures. Ça permet d'éviter les variations qui sont dues au fait de l'utilisation, par exemple, des sanitaires plutôt le matin ou à d'autres moments de la journée. Donc, on prend toute la période, on couple tous ces échantillons sur 24 heures en prenant un échantillon par heure ou 250 millilitres tous les quarts d'heure, ce qui va donner le même volume au total. On mélange bien et on prend un échantillon qu'on va analyser pour voir si on a la présence, dans ce cas-ci, de poliovirus de type sérotype 1, 2 ou 3, c'est-à-dire ce qu'on appelle les sérotypes sauvages, ou les souches vaccinales, puisqu'on va les retrouver aussi. Et puis, on va aussi regarder si, de manière plus générale, on retrouve des signaux d'entérovirus, qui regroupe non seulement les poliovirus, mais d'autres virus apparentés. Cette première étude nous met sur une voie déjà en termes d'épidémiologie moléculaire des eaux usées, c'est que c'est pas vraiment facile d'avoir des techniques qui fonctionnent bien, surtout quand on a par exemple des groupes de virus qui sont les groupes par exemple de poliovirus sauvages qui vont avoir différents génomes proches. Et donc, on va avoir à notre disposition, mis à la disposition par l'OMS, des sondes moléculaires pour faire de la PCR. Aujourd'hui, on est habitué à ce concept donc de rechercher une partie du génome qui sont généralement pas très efficaces. Et donc, on a pu prouver qu'il y avait des entérovirus, mais pas qu'il y avait véritablement du poliovirus parce qu'on n'a pas réussi à bien valider ces méthodes. Donc, on a pu montrer que des variants Sabin, donc c'est-à-dire les variants vaccinaux, on n'en avait pas, mais pour les sauvages, on n'a pas pu déterminer finalement quelle était la contamination ou la non-contamination. Par contre, on a vu que les entérovirus autres circulaient de manière importante. Donc voilà, en conclusion, on avait un certain nombre d'échantillons qui étaient, enfin tous les échantillons étaient négatifs pour les contaminations par les souches vaccinales. Les échantillons, en ce qui concerne le virus problématique, on n'a pas pu trancher.
Et par contre, on avait quand même la présence d'autres antiretrovirus. Les antiretrovirus contiennent un certain nombre d'autres virus problématiques. Et donc, on a décidé de s'engager sur cette voie quand même, d'aller creuser cette question, de savoir quels sont ces autres antiretrovirus. Est-ce que c'est intéressant pour la santé publique? Là, c'est une première expérience importante qui va mettre en place surtout les techniques où chercher, quand chercher, quel genre d'échantillon on va prendre. Et l'autre, ceci je vais passer, et l'autre étude est sur un autre groupe qui est beaucoup plus connu pour sa circulation, enfin qui est plus connu que le SARS-CoV-2 qu'on va étudier par la suite, sont les norovirus qui sont responsables des gastro-entérites virales hivernales notamment. Et on a mené une étude qui était une première étude d'épidémiologie basée sur les eaux usées, puisque nos collègues de la santé, du laboratoire national de santé, nous ont dit nous, on est intéressés par les micro-épidémies et les cas sporadiques. Et on a un peu de mal parce que c'est pas une maladie à déclaration obligatoire et par conséquent, on n'a pas beaucoup de données. On doit recruter des médecins qui sont d'accord de nous donner des échantillons pour qu'on connaisse un peu ce qui circule au Luxembourg. Est-ce que l'eau usée pourrait pas être un moyen de collecter une information? Et on a monté cette première étude qui permettait de voir si on avait une réponse qui était la même dans les eaux usées que ce qu'on pouvait, avec beaucoup d'efforts, collecter par les services de soins. Donc la gastro-entérite, pourquoi cette focalisée sur la gastro-entérite virale hivernale à norovirus? Parce que c'est quand même une maladie responsable de nombreuses épidémies pendant des périodes données dans nos régions. Vous voyez le nombre d'hospitalisations, et puis c'est dans les pays les plus pauvres une source aussi de mortalité. Et c'est surtout un grand cas d'étude qui nous permet d'essayer de voir si on arrive à voir la même chose dans les eaux usées et dans les échantillons humains. On a quand même réussi, avec l'aide d'un réseau de médecins, d'avoir 647 patients qui ont été recrutés et pour lesquels il y avait des problèmes gastro-intestinaux, où on a eu un certain nombre de positifs au norovirus qui sont classés par génogroupe. Et donc, on a une prédominance, on le voit à gauche dans le graphique, pour la diversité dans les échantillons humains, une prédominance du génogroupe 2. C'est pas une surprise, c'est partout la même chose. À cette époque-là, on a les données d'Allemagne, de France, du Japon, c'est la même prédominance. On retrouve une toute fine fraction d'un autre génogroupe qui est le génogroupe 1. Et quand on regarde ce qui se passe dans les eaux, on a globalement une image qui est la même, qui nous conforte dans le fait que c'est un moyen qui peut être utile. On voit quand même des différences. Vous voyez une zone jaune dans les eaux usées. Il y a des génogroupes 4 et génogroupe 1,6, donc une partie, un variant, on va dire, de ce grand groupe, qui n'est détecté que dans les eaux usées. Ce qui signifie que ça nous introduit à la notion de patients, par exemple, asymptomatiques, de personnes qui sont porteurs et ne développent pas la maladie. Et par contre, on retrouve beaucoup dans les échantillons humains de génogroupes qu'on ne retrouve pas dans l'eau, ce qui est le grand questionnement par rapport à l'épidémiologie basée sur les eaux usées. C'est est-ce que quand une personne est malade, on retrouve le signal bien plus bas dans la station d'épuration, en sachant que ça s'est retrouvé dans l'eau usée, dans un égout qui s'écoule pendant un certain temps jusqu'à une station d'épuration. Et est-ce qu'on n'est pas en dessous d'un niveau de détection possible pour ces génogroupes qui sont sans doute pas majoritaires. Donc, dans les années 2008-2009, on a pu commencer à consolider ces concepts à notre niveau, avoir les méthodes qui fonctionnent. Et puis, on a dit que c'était un sujet intéressant, que cette épidémiologie basée sur les eaux usées. On a demandé des crédits qui nous ont été refusés, simplement. Les projets déposés ont été évalués en disant « c'est pas intéressant, vous n'arriverez jamais à rien avec l'épidémiologie moléculaire des eaux usées ». Donc, il faut un petit peu de ténacité, on continue à quand même, par tous les moyens, avoir des données, notamment, est-ce qu'on peut les quantifier? Donc, ce que je vous ai montré avant est la présence ou non d'un génogroupe. Est-ce qu'on peut les quantifier ici? Génogroupe 2 en grisé, génogroupe 1 en zone blanche, et on peut le faire pour les norovirus. On voit aussi des patterns différents. Vous voyez sur la période de prévalence qu'on a ici de octobre à juin. À un certain moment, les norovirus de génogroupe 1 sont moins présents.
Donc on continue, comme vous le voyez d'ailleurs, en collaboration parfois avec beaucoup d'équipes différentes, parce que c'est une question véritablement pluridisciplinaire. Alors on fait des études classiques aussi pour notre discipline, qui est la dynamique des virus et bactéries dans l'eau, et on voit s'ils persistent longtemps. Alors ici, on les détecte, les neurovirus, sur base de leur génome, parce qu'on n'arrive pas à les mettre en culture pour les mettre en évidence, contrairement par exemple au poliovirus. Et on voit dans le graphique qui est là un certain nombre de courbes. Alors les carrés sont les deux courbes qu'on voit à la fin au-dessus sont la présence dans un biofilm. Eh bien oui, les virus peuvent se mettre dans cet agrégat bactérien qui couvre les surfaces de la station d'épuration, par exemple. Et on voit que là, le signal, il reste très stable. Donc, une première information, le signal viral, on n'a plus vraisemblablement de virus vivant, mais ça reste très stable. Alors que par contre, on voit avec la courbe qui descend très fort, c'est dans l'eau à 20 degrés. Là, le signal disparaît plus rapidement. On est quand même sur 20 à 30 jours. Par conséquent, on peut se dire qu'on a un signal suffisamment persistant pour que s'il y a une contamination, on puisse encore la détecter, quelle que soit la longueur, par exemple, du réseau d'égouttage. C'est même peut-être trop long, on y reviendra, comme persistance. Et donc, on est au milieu de ces interrogations, de ces recherches, avec des difficultés, je vous l'ai dit, pour le financement, parce que c'est pas évident que ça peut servir à quelque chose. Et arrive le SARS-CoV-2 dans nos régions. La pandémie est déclarée fin 2019. Les cas de pneumonie sont détectés à Wuhan en fin 2019. La pandémie est déclarée officiellement le 30 janvier 2020 et on a le premier cas avéré au Luxembourg le 29 février 2020. Et bien là, aux listes, on se dit, voilà, on va voir un peu, est-ce que le SARS-CoV-2, qui est un virus tout à fait différent, c'est-à-dire c'est un virus respiratoire, enfin, on va le qualifier comme ça dans un premier temps, est-ce qu'on pourrait quand même le retrouver dans les selles ou l'urine? Différentes équipes ont travaillé. Nous, on a pu remarquer qu'on le trouvait dans l'eau usée. Donc, vraisemblablement, c'est le cas. C'est le cas souvent pour les virus respiratoires, puisqu'ils vont passer par la bouche et donc peuvent être avalés et passer dans le tube digestif. Et grâce au fait qu'on a été très têtu et qu'on a continué à travailler quand même sur cette question pendant de nombreuses années sans financement, ici c'est le cas, on a pris des échantillons dans les stations d'épuration et on les a congelés. Donc à ce moment-là, on nous a dit décongeler les échantillons et voyez un peu quand vous avez la première signature, le premier passage ou la première présence de génome de SARS-CoV-2. Et on a pu mettre en évidence que c'était le 24 février. Donc on a en fait la première signature de contamination 5 jours avant le premier cas déclaré, ce qui était une première chose intéressante. Et on a commencé sur fonds propres à travailler sur cette thématique. Et quelques mois plus tard, la ministre de la Santé, qui est représentée en photo sur cet article du Luxembourg Report, a déclaré finalement, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe par la surveillance des eaux usées. Et elle a eu cette phrase, les eaux usées ne mentent pas. S'il y a de la présence, eh bien, c'est qu'il y a du virus qui circule. Donc, on a mis en place un système de surveillance assez important. Ah oui, l'avantage d'un petit pays, c'est qu'on peut couvrir rapidement tout le pays. Avec 13 stations d'épuration qui sont surveillées, déjà quelques-unes en 2019, mais à partir de 2020, 13 stations, on va couvrir une population équivalente connectée à près de 3/4, c'est-à-dire 73%. On a des échantillons congelés, je vous ai dit, on a pu les décongeler pour voir s'il y avait déjà quelque chose en 2019. On n'a rien trouvé, on est en 2020 avec une première détection le 24 février. Et en gros, comment ça se passe ? On reprend la méthodologie qu'on a mis en place précédemment. On prend de l'eau usée pendant 24 heures à la sortie d'une station d'épuration, comme on l'a fait pour le norovirus, comme on l'a fait pour le poliovirus précédemment. On a un échantillon qu'on va appeler composite, qui représente bien l'excrétion, ou du moins statistiquement l'excrétion de la population connectée à une station d'épuration pendant 24 heures. Je vous passe les détails techniques, mais en fait, si on regarde les détails techniques, c'est les mêmes que ceux qu'on va utiliser pour l'analyse, ou à peu près, des échantillons qui sont les échantillons nasopharyngés qu'on va prendre chez les personnes. Et on a utilisé le même protocole pour que notre donnée soit comparable.
On va faire de la PCR, on va aussi faire du séquençage, c'est-à-dire aller plus loin, essayer de voir si, non pas un petit bout du génome, mais une plus grande partie du génome peut être déterminée. Mais ces techniques est plus difficile à mettre en place. On a beaucoup plus de négatifs alors qu'on voit la présence de coronavirus par la PCR. La grande différence, c'est quoi et comment l'expliquer aux journalistes qui sont présents dans une salle de conférence de presse et essayer de promouvoir la technique? Bien, en fait, ce qui a été le plus efficace, c'est de dire avec un test PCR, on a une information différente de ce qu'on a dans le cas du test ici, prélèvement nasopharyngé. C'est que vous faites un test, vous avez une information à propos d'une personne qui est positive ou négative, et il va falloir attendre très longtemps pour avoir une population testée significativement représentative de votre pays. Avec les échantillons dans l'eau usée, vous faites un test PCR sur un échantillon pris sur 24 heures et vous avez finalement testé ou une information sur 120 000 personnes, 40 000 personnes, parfois des petites stations, 3 000 personnes, mais sur un grand nombre de personnes. Évidemment, très rapidement, les journalistes se sont dit qu'il y avait un effet coût-bénéfice intéressant à mettre en évidence et ont interpellé aussi le politique sur cette question. Alors après, il y a plein de questions qui se posent. C'est est-ce que véritablement on garde le signal entre la source, c'est-à-dire les personnes contaminées, et notre station d'épuration, puisqu'il y a plein d'étapes et on voit cette courbe qui diminue et on est sûr qu'on perd ce qu'on va dire notre signal, c'est-à-dire le génome viral au cours du temps. Le virus intact disparaît très vite, on a pu le mettre en évidence, alors que les parties de virus dont leur génome dégradé persistent longtemps. On avait déjà évidemment toutes ces informations de la communauté scientifique qui travaillait sur les virus hydriques, qui montraient que le génome persistait beaucoup plus longtemps qu'un virus infectieux. Première question qui est posée, l'animation malheureusement peut pas se faire, mais vous imaginez le même volume d'eau, mais plus petit avec le même nombre de virus. L'idée était les questions des journalistes souvent étaient, oui, mais s'il pleut, vous avez moins de virus, et c'est pas dû au fait qu'il y a moins de personnes contaminées dans la population, c'est dû au fait que la pluie a dilué les choses. Et donc effectivement, la situation avec le soleil, qu'on ne voit plus là, l'animation aurait montré un volume plus petit avec le même nombre de virus. Et si vous avez ajouté de l'eau de pluie qui ne contient a priori pas de virus, si elle vient effectivement d'une zone qui n'est pas la zone d'assainissement elle-même, eh bien vous avez une dilution. Donc graphique du dessus en haut à droite, une diminution de la concentration. L'idée c'est de corriger ça en disant ok, mais on va pas prendre en compte la concentration, mais le flux, c'est-à-dire peu importe le volume dans lequel ils sont, mais c'est la quantité de virus qui rentrent dans une station d'épuration par jour. Pour cela, vous prenez votre concentration et vous la multipliez par le volume d'eau qui rentre par jour, par le débit. Et vous avez alors un flux et toutes nos données vont être exprimées en flux. Gènes, équivalent, une estimation du nombre de virus, flux de gènes qui rentrent par jour dans une station d'épuration. Cette station d'épuration correspond à ou représente 120 000 personnes, eh bien vous allez pouvoir rapporter ce flux journalier en quantité émise par 120 000 personnes. Si vous ramenez ça pour toutes les comparer par 10 000 personnes, vous allez voir les données que nous avons. L'autre critique est de dire, vous regardez pas tout le génome, vous regardez qu'une petite partie. Donc cette information génétique du virus, il a différentes parties, peut-être qu'elles se comportent pas de la même façon. Donc on a fait des expériences, on a pris des échantillons, on les a incubés pendant 4 semaines à différentes températures, puisqu'on connaît l'effet de la température sur la persistance des signaux, et on a regardé 6 gènes différents qui peuvent être utilisés pour détecter SARS-CoV-2. Et on a pu montrer que, en fait, il n'y a pas véritablement de différence entre la persistance de ces différentes parties de génome. Par contre, l'effet de la température est marqué. Vous voyez 4 degrés, 12 degrés, 20 degrés, il y a un abattement, donc une perte d'informations plus importante. Cependant, on n'a jamais perdu sur 4 semaines l'entièreté du signal. Donc, ça signifie que le signal est persistant suffisamment longtemps pour qu'on puisse le retrouver. Dans les graphiques du bas, on retrouve la même information, mais pas dans l'eau, mais dans la matière particulière dont on se débarrasse généralement, mais où on remarque que l'abattement est beaucoup plus faible. Ça veut dire qu'il y a une persistance plus grande associée à la matière, chose qu'on connaissait pour d'autres virus hydriques également. Alors, qu'est-ce qu'on sort comme information? On sort à chaque date de prélèvement, pour une station d'épuration, un flux qui est indiqué ici sur l'axe de droite, qui est représenté par la sphère rouge pour chacune des dates de prélèvement.
Mais ce qu'on a aussi, et ça c'est grâce au système de testing direct que je vous ai montré tout à l'heure, nasopharyngé des personnes, d'un très grand nombre de personnes, on a une idée dans la population, par test direct, des cas cumulés hebdomadaires nouveaux. Donc, on va pouvoir comparer les bâtonnets gris qui représentent ces cas humains par détection directe chez le patient et nos données. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, au bout de quelques mois, on a pu dire, mais ça marche, il y a un parallélisme entre les deux, et donc on va pouvoir utiliser cette technique dans les eaux usées pour avoir une idée des tendances au minimum, augmentation, diminution dans la population. Et on fait ça pour toutes nos stations. Je vous ai dit, il y en a 13, j'en présente 9 ici, il y en a encore d'autres. La situation est la même. On a des difficultés, évidemment, quand on a des toutes petites stations dans le nord du pays où on a 3 à 4 000 personnes qui sont connectées. C'est très différent de la station principale de Luxembourg, à Beggen, où on a 120 000 personnes connectées. On peut avoir des écarts qui sont plus importants. Mais évidemment, le flux y est faible puisqu'il y a peu de personnes connectées, potentiellement malades. On va pouvoir faire quelque chose que les autres pays n'ont pas pu faire, c'est d'avoir, ou difficilement, en fait, à l'échelle d'un pays, qui est l'équivalent d'un département pour vous, de regrouper ces informations et d'avoir un flux national, c'est-à-dire quelle est l'évolution nationale. On a les cas cumulés nationaux, en gris à nouveau sur ce graphique, et la courbe bleue, cette fois-ci, va représenter un flux cumulé. On extrapole que si on a 75% de la population qui est testée, on peut avoir cette information pour l'ensemble de la population. Et on voit la corrélation qui est notée avec l'axe X sur le graphique de droite, qui est ce qu'on observe dans les eaux usées, et les cas reportés sur l'axe Y, et on voit une bonne corrélation. La méthode est validée par cela. Je vous passe les détails sur le fait que rapidement on a demandé, mais SARS-CoV-2, c'est une réalité un petit peu plurielle, il y a des variants. Comment faire? On a appliqué une technique de PCR particulière qui permet de déterminer à partir des mutations à quel variant on a affaire. Et on a ces jolis graphes colorés qui montrent les dynamiques, mais qui en réalité sont les mêmes que dans les pays limitrophes ou à peu près. Là, le point important, c'est que, contrairement à la plupart des pays européens, au Luxembourg, il y a eu une adoption très précoce de ce système comme un des indicateurs de la santé publique liés à la pandémie de SARS-CoV-2. On nous a demandé de faire une sorte de rang de risque faible, moyen, élevé, que l'on a fait relativement arbitrairement avec nos collègues de la santé, en disant on est en zone verte, jaune ou rouge. Et surtout, il y a eu, puisqu'on a eu l'occasion de discuter avec les journalistes lors des conférences de presse du groupe de recherche SARS-CoV-2 au Luxembourg, une demande qui rapidement a percolé dans la population et au niveau de la Chambre des députés qui a dit mais ces données doivent être publiques. Très différent de tout ce qui a pu se passer dans d'autres pays. Nous avons donc publié à partir de ce moment-là des rapports hebdomadaires avec jusqu'à 2 échantillonnages par semaine, donnant l'information au même moment et de la même manière à la Chambre des députés, au ministère et au grand public, ce qui a donné lieu à énormément de discussions et à un exercice salutaire, je pense, en termes de démocratie participative, avec notamment une couverture très grande en termes d'articles publiés, plus de 120 articles publiés avec les informations qui reprenaient, et le liste a également une information sur la circulation du virus, et ça augmente, ça diminue, c'est stable, ça confirme la nécessité d'un lockdown, par exemple. Donc on a pu mettre en place un système très rapidement parce que on était prêt, parce qu'on avait pensé dès les années 2008 que c'était une bonne idée et qu'on a gardé la possibilité de mettre en place une compétence. Et cette compétence, on la doit à tous nos prédécesseurs qui ont mis en place des techniques pour regarder comment les micro-organismes, virus ou bactéries, se comportaient dans les milieux hydriques et accumuler une information qu'on a pu quand même transformer en quelque chose d'autre, qui est une analyse épidémiologique. Congeler des échantillons, c'est une bonne idée, ça prend beaucoup de place. Il y a des jours où on se dit on va vider les congélateurs, ou un congélateur tombe en panne, on perd des échantillons. Et pourtant, on voit que c'est une ressource aussi pour déterminer les premiers temps d'une pandémie, par exemple. Le LIST a pu être, et c'était un grand exercice pour nous scientifiques, un support effectif en termes de gestion de la crise
aussi avec ses aspects politiques. On a appris évidemment beaucoup de choses et on a aujourd'hui la perspective de se dire que c'est sans doute pas le dernier problème que l'on peut traiter ou suivre par l'épidémiologie moléculaire au niveau des eaux usées. Et on développe aujourd'hui avec les autorités compétentes un plan de préparation aux pandémies, donc Pandemic Preparedness Plan, qui permettra de voir non seulement sur les virus respiratoires étendus par exemple à influenza A, mais aussi sur d'autres sujets, y compris par exemple un des problèmes vraiment importants aujourd'hui, l'émergence d'une antibiorésistance tenace. Je dis émergence, mais en fait une augmentation encore, c'est émergent depuis de nombreuses années. Alors, deux petits exemples pour terminer sur ce qu'on nous demande alors très ponctuellement. Les avions qui viennent de Chine peuvent-ils être testés? Donc là, on doit mettre en place un protocole particulier. Alors, on a le choix d'aller chercher dans les WC des avions directement, mais on s'est dit que c'était mieux de collecter au niveau de l'exutoire de l'aéroport pour avoir une image plus générale. Et donc, on produit maintenant, à côté de nos centaines de rapports sur les stations d'épuration, de manière fréquente, la surveillance spécifique de l'aéroport. Et puis, il y a des nouvelles émergences, par exemple, le monkeypox. Est-ce qu'on peut le détecter? Eh bien là, on a un problème de limite de détection. Et c'est quelque part, évidemment, un problème méthodologique, mais c'est aussi rassurant puisqu'il n'y avait que très peu de cas de l'épidémie au Luxembourg. Donc voilà, comme le professeur Hoffman l'a dit au début, on est maintenant dans une phase de pérennisation d'un observatoire, grande bataille pour faire accepter qu'il faut conserver un système qui nous permet d'être prêts, mais aussi de surveiller au long terme toute une série de choses. Et heureusement, on est supporté au niveau européen par les autorités de santé fraîchement créé qui est ERA et aussi par un cluster de projets EU for Health qui met en place aujourd'hui une surveillance au niveau des États membres et le Luxembourg va représenter le LIS va représenter le Luxembourg dans cette perspective. Comme je l'ai dit, le problème suivant, c'est pas que les virus, hein, c'est aussi, par exemple, les bactéries résistantes aux antibiotiques. Et là, on a un programme qu'on essaye de pousser. Il y a encore un an, c'était pas obligatoirement vu comme étant la priorité. Aujourd'hui, heureusement, c'est monté à un niveau de la Commission européenne et qui demande aux pays de le mettre en place, puisque pour ceux qui travaillent sur les stations d'épuration, vous savez qu'il y a une révision de la directive sur la qualité des eaux qui sortent de la station d'épuration et on demande aujourd'hui d'y inclure la surveillance des antibiotiques. Et puis tout ça se met dans la question d'un changement global avec notamment la surveillance d'autres choses comme les virus qui sont cette fois non pas transmis par le média eau lui-même mais par les vecteurs qui pondent dans l'eau comme les moustiques la forteresse Europe commence à avoir des fissures par rapport à l'avancée de moustiques vecteurs de maladies qui autrefois étaient essentiellement intertropicales. Tout ça n'est possible que si on a une équipe, c'est sûr, que tout ça n'est possible que si on a une équipe de gens têtus qui, même si on n'a pas les financements, peuvent faire de la recherche en se disant c'est bien la direction à suivre. Je remercie tous mes collègues. Je remercie aussi, et je l'ai dit au départ, la collaboration avec les équipes de Nancy et puis au niveau européen, la mise en place d'une véritable force d'action. Les oubliés souvent dans les présentations sont pour moi les personnels qui sont en première ligne dans les stations d'épuration. Ceux qui sont venus aussi tout au début en disant il y a du SARS-CoV-2 dans les eaux d'égout, suis-je exposé? Heureusement, le SARS-CoV-2 disparaît en termes de caractère infectieux rapidement, mais il faut savoir que par exemple les personnels des stations d'épuration ont une prévalence plus importante, par exemple d'hépatite A, par l'exposition aux aérosols qui sont produits dans ces systèmes. Voilà, j'ai fait un tour d'horizon très éclectique, je pense, qui permet peut-être d'avoir plein de questions. J'espère pouvoir y répondre dans la suite de l'exposé. Merci beaucoup, c'était tout à fait clair et passionnant. Je voudrais remercier Lucien parce qu'il a choisi 2 conférenciers et 2 thèmes qui finalement se rapprochent par le fait qu'on part de la recherche et puis ensuite on arrive à des applications pratiques qui sont d'une importance considérable dans la société, non seulement pour le Luxembourg, mais aussi pour d'autres pays. Alors, des questions.
Vous avez convaincu tout le monde. Des rectifications. Peut-être parler de ce qu'on a fait en France. Il y a le réseau Bépine. Je pense que Christophe Gonçalves va intervenir. Merci. Si personne n'a de questions, je vais bien prendre la parole. Donc, merci Henri Mirchel pour cette belle présentation. Effectivement, on a fait exactement le copier-coller en France, sauf que c'est plus compliqué, mais on n'est pas si mauvais, puisqu'en suivant 150 stations d'épuration, on arrive à surveiller 43% de la population française. Donc, c'est pas si mal. J'avais une question, pas d'ordre biologique, je te rassure. La question est plus vaste. En fait, à partir de maintenant, on connaît la valeur du suivi épidémiologique des eaux usées. La question, c'est qu'est-ce qu'on va suivre? Quel type de micro-organismes va-t-on suivre? Et comment va-t-on utiliser l'information? Parce que finalement, on peut tout chercher. Un avion arrive, on va détecter un génome de je ne sais pas quel virus. Qu'est-ce qu'on fait avec les personnes qui étaient dans l'avion? Il y a des vrais problèmes d'ordre d'utilisation de ces données. Est-ce qu'il y a des réflexions qui sont faites au Luxembourg par rapport à ça? Il y a des réflexions et c'est vraiment la question centrale. Et c'est pour ça que dans la petite partie historique avec laquelle j'espère ne pas vous avoir embêté, c'est justement une part de cette réflexion, c'est de remarquer que quand on a commencé à étudier les micro-organismes pathogènes dans l'eau, on a vu une très grande diversité rapidement et on s'est rabattu sur un indicateur. Alors cet indicateur, il est bien, il détermine s'il y a eu ou non contact avec la matière fécale, il permet de déterminer des objectifs de santé qui sont des objectifs de santé d'une notion de risque. Ici, la question est démultipliée, c'est la même, mais elle est démultipliée, c'est-à-dire qu'on nous dit, vous pouvez chercher à peu près tout, mais tout ça coûte cher, tout ça prend du temps, tout ça, pourquoi? Et c'est vraiment la question. Et donc, nos deux ministères de tutelle pour cette question, sur l'environnement et sur la santé, ont justement dit, on va essentiellement restreindre à quelque chose qu'on peut suivre pour apprendre, parce qu'on n'a pas de réponse à cette question. On ne sait pas ce qu'on va suivre. Donc, suivons d'abord SARS-CoV-2, parce qu'on est encore dedans. Et on va apprendre avec plus on aura de données avec ça. Suivons influenza A parce que il y a des épidémies fréquentes ou en tout cas des prévalences élevées. Ça nous donnera aussi une autre source d'information. Et puis l'antibiorésistance est une question un peu à part. Mais à part ça, on est dépourvu pour savoir aussi. On a eu une réaction très très nette politique par la présence de SARS-CoV-2 avec son impact sur l'économie très fort. Pas sûr qu'on l'ait pour d'autres choses. J'ai montré les norovirus parce que certains secteurs sont touchés, etc. Mais à ce moment-là, on n'avait pas la même donnée, on n'avait pas le même écho au niveau du ministère de la Santé qui disait oui, norovirus, il n'y a pas de mort chez nous. Donc, on ne sait pas ce qu'on va suivre en fait. La seule chose qu'on est sûr, c'est c'est un moyen intéressant en cas de pandémie qui est avérée. Donc, ne faisons pas l'erreur qu'on fait actuellement avec les maladies à prions comme le SB, où on dit il n'y en a plus. Donc, les labos, on les ferme. Donc, la compétence, on la perd. Et donc, les prions ne nous ont pas d'illusions. Il faudra attendre un certain temps, mais on aura à nouveau une émergence de maladies à prions. Et on n'aura plus les laboratoires qui fonctionnent. Donc, de notre point de vue, c'est dire continuons à acquérir des compétences, des données et voir ce qu'on peut faire, en sachant que le seul moment, selon moi, où c'est véritablement utile, c'est quand une pandémie, il y a un signal quelque part sur la planète qu'une épidémie devient potentiellement pandémique. On veut tout, on veut les informations sur ce que c'est, les séquences et tout, et il doit y avoir la force de mise en place dans le pays. Ce qu'on nous demande un peu, c'est quand même de dire, pour être sûr, on va suivre au long terme, mais dans 5 ans, s'il n'y a rien eu, on ferme tout, c'est clair. Donc il faut se dire, c'est pas ça qui est important, ce qui est important, c'est d'avoir la capacité analytique de le faire. Enfin, c'est un peu l'état de réflexion dans l'équipe au minimum. Après, au niveau des ministères, les discussions sont plus compliquées. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Question d'un médecin, évidemment. Dans le prolongement de cette question, vos échantillons, vous les gardez combien de temps? Vous avez prévu de les garder combien de temps?
pour avoir des Les retours. échantillons qu'on a congelés, Oui. autant de temps qu'on a des financements pour acheter des congélateurs. C'est une question parce que C'est-à-dire sur la question, je l'ai précisé, c'est-à-dire on ne dit pas on garde 5 ans ou 10 ans, puis après. Non, ici le temps pour être sérieux, on a une expérience précédente qui est la fameuse étude sur les norovirus. On avait les échantillons de sel, on avait une coprothèque comme on appelle ça. Et on s'est dit c'est très intéressant parce qu'on a encore certainement des choses pour affiner les analyses. On a continué un certain temps, puis ça prend de la place, ça prend de l'énergie. Aujourd'hui, encore plus que hier, on va se poser ces questions. Et on a éliminé quand on a eu l'impression d'avoir épuisé un peu le sujet. Ce que je précisais dans l'intérêt d'avoir les échantillons congelés pour le cas d'une pandémie, là, on n'a pas besoin de les garder très longtemps parce qu'en réalité, remonter le temps, un an suffit. Il est peu probable qu'un virus qui, à un certain moment, émerge et fait une pandémie n'ait pas été à un stade au minimum épidémique avant. Donc, je distinguerai deux choses. Garder des échantillons pour des fins de recherche, pour approfondir encore avec des nouvelles méthodes de séquençage ou de caractérisation. C'est le temps de la recherche. Donc, c'est un temps, par exemple, sur plusieurs années, 5 ans, le temps de faire des doctorats, d'épuiser un peu le sujet si c'est possible. Par contre, d'avoir quand même une collection d'échantillons d'eau usée on a toujours au minimum l'année qui vient de précéder, pourrait être assez efficace pour déterminer, par exemple, la date de première émergence ou voir quels étaient est-ce qu'on n'avait pas, par exemple, des variants asymptomatiques avant d'avoir un variant symptomatique. Ça, c'est une des questions, puisque les variants qui sont arrivés chez nous en Europe, on n'a pas eu de départ aussi de Chine parce que on a eu déjà des variants un peu plus tard. Mais est-ce qu'on les avait, est-ce qu'on les avait pas, est-ce qu'ils s'étaient créés des cas asymptomatiques? C'est intéressant, je dirais, de garder une année avec un nombre d'échantillons pour cette fin opérationnelle. Fin de recherche, il faut un peu plus de temps. Est-ce que ça fait sens par rapport à ce que vous pensez ou... Ça me fait penser, je dirais, à ce qu'on a connu. Alors, je ne sais pas si ça a été validé ou pas, par rapport à la grippe espagnole, que le H1N1 théoriquement ne contaminait pas les gens qui avaient fait la grippe espagnole. Alors, il faut voir aussi une chose, c'est que on garde deux types d'échantillons et ça peut justement être intéressant. Si on a concentré, je vous l'ai montré sur les étapes, on concentre. Un concentré, évidemment, vous en gardez beaucoup plus dans un congélateur que les échantillons de départ. On essaye pour le moment de garder les deux, mais pour faire des analyses rétrospectives sur la question des co-infections, ce que nous faisons actuellement au Luxembourg, je ne l'ai pas présenté, dans le cas des personnes qui ont ce qu'on appelle un Covid long, on essaye de voir s'il y a des facteurs de co-infection qui peuvent expliquer les Covid longs. Et là, on a tout l'intérêt à avoir l'entièreté de la séquence temporelle. Et alors, on conserve des échantillons qui sont concentrés le plus longtemps possible. Parce que la question du Covid long, je pense, ne va pas être réglée très rapidement. C'est un problème très, très complexe. Et donc, les co-infections, on essaye de commencer à regarder les possibilités de co-infection pendant cette période-là. Oui, votre remarque sur le Covid long, évidemment, ça m'interpelle, mais c'est sûr qu'on peut aussi avoir d'autres mécanismes liés à l'infection elle-même et au terrain immunitaire favorisant. Y a-t-il d'autres questions? Sinon, moi, j'en aurais trois petites. Pas trois petites, peut-être pas, mais... Alors, la première, toute simple, là, vous étudiez ce qui arrive dans les stations d'épuration. Est-ce que l'eau qui en sort, elle est potable? Réellement potable. Est-ce que cette potabilité peut varier suivant des facteurs? Alors, très clairement, c'est ce qu'on montre chaque année à nos étudiants ébahis, c'est qu'une station d'épuration n'arrête pratiquement pas la charge virale. Enfin, dans celles qui sont mises en place au Luxembourg, la réduction, les virus qui rentrent, ils ressortent pour la plupart. C'est pas une station de potabilisation. D'où la réflexion au niveau européen de la directive européenne de savoir si on pousse, en plus des traitements qui ont été faits actuellement sur notamment les matières nutritives, les nutriments qui vont créer l'eutrophisation, est-ce qu'on ne doit pas ajouter
une étape qui va être coûteuse, qui est de réduction drastique des agents microbiens de manière générale, qui sortent, parce que l'eau qui sort d'une station d'épuration n'est absolument pas potable. Non, mais cette eau-là, vous la rejetez dans les rivières. La rivière, on va compter sur le principe d'auto-épuration des rivières qui va faire que les micro-organismes ont un temps de survie qui est donné, et au fur et à mesure de leur trajet dans l'eau, soumis notamment aux UV, soumis à des températures qui leur sont défavorables, l'interaction avec plein de choses va faire que on compte aujourd'hui énormément sur la capacité d'auto-épuration des rivières. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'au Luxembourg, on a supprimé plein de zones de baignade qui étaient en aval de stations d'épuration majeures, parce qu'en réalité, on n'atteignait plus les critères valides pour la baignade selon les directives européennes, parce qu'il y a un déversement massif d'indicateurs fécaux comme l'Escherichia coli, il laisse supposer qu'on pourrait avoir des problèmes de santé. Alors, rendre baignable la Seine pour les Jeux Olympiques, ça, c'est peut-être problématique. C'est un projet du SIAP de le faire. C'est un grand projet qu'ils ont commencé il y a un certain temps. Et je trouve que c'est un projet sociétal intéressant. Si vous allez à Stockholm et que vous voulez piquer une tête, vous pouvez le faire. Pourquoi pas dans la Seine à Paris. Alors, Joël Di Ghezzolano, qui est notre sociologue vice-présidente, n'est pas là. Et j'aurais deux petites questions sur ce plan. Vous avez beaucoup de travailleurs frontaliers au Luxembourg, en particulier français. Est-ce que ça influe? Est-ce que vous avez des possibilités de faire des déductions en comparant les données, par exemple, de la Meurthe-et-Moselle ou de la Lorraine? Alors ça c'est intéressé à ça. Une question majeure qui a été posée, qui nous pose plein de questions subsidiaires, parce qu'on ne remarque pas un effet, notamment quand on a eu le lockdown, qui est proportionnel à l'absence des travailleurs frontaliers. Et quand il y a eu justement le confinement. Voilà. Donc, on voit effectivement une diminution, et cependant, il reste des questions. Alors, les questions, je vais vous les laisser imaginer, c'est l'excrétion du SARS-CoV-2 se fait par les selles et pas par l'urine ou de manière très, très limitée. Si on ne voit pas de diminution de la charge dans les égouts en absence des frontaliers, est-ce que cela n'est pas une question simplement d'habitude des employés de ne pas utiliser les toilettes pendant la journée pour autre chose que la production d'urine? J'attends les sociologues potentiellement dans la salle pour faire une étude sociologique sur les habitudes des personnes sur leur lieu de travail. C'est ça, c'est-à-dire que étant moi-même aussi médecin et gastro-entérologue, est-ce que les frontaliers, enfin les travailleurs lorrains, est-ce que la défécation a lieu avant le départ ou après? Effectivement, ce sont des questions très importantes. C'est une question délicate, mais on est toujours amené à se la poser quand on a ce genre de questions qui dit, mais en fait, vous avez plus de transfrontaliers et puis vous voyez pas une chute proportionnelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais voilà, ce sont des questions. Dans la validation de la méthode pour un pays avec autant de transfrontaliers, c'est une vraie question. L'autre question, peut-être, je dirais pas plus sérieuse, mais plus politiquement correcte, c'est aussi de savoir quelle est la variation de l'expression de personne à personne. Et c'est l'étude que l'on fait aujourd'hui avec le Covid long. Comme on a des cohortes de personnes qui n'ont pas eu le Covid, il y en a au Luxembourg, qui ont eu un Covid léger et un Covid sévère. On a des échantillons de sel et on va faire les analyses pour voir quelle est la différence de titre viral dans les selles, parce qu'évidemment, la proportion de personnes étant contaminées versus ceux qui ne le sont pas, qu'ils sont avec des sévérités ou qui le sont avec une moindre sévérité, se voit visiblement dans la quantité de virus qu'il y a dans les selles. Et la proportion de ces deux... C'est au début de l'infection ou c'est après l'infection? Alors, en fait, l'autre chose, c'est que comme on a dans ces cohortes des échantillons qui sont pris à différents temps de l'infection, on va pouvoir voir, on sait aussi que la longueur d'excrétion est différente. Ouais. Donc, on pense pouvoir constituer un set de données assez intéressant sur l'excrétion qui est en fait le démarrage de notre hypothèse qui est, on a beaucoup regardé ce qui se passait à l'entrée des stations d'épuration. Maintenant, il faut remonter le réseau d'égouttage. D'ailleurs, il est d'autant plus long, on a d'autant plus la probabilité de perdre des signaux. Et puis, est-ce que les personnes excrètent de la même façon? Ça, c'est des questions de recherche de l'année qui vient. Alors, oui, Pierre. Oui, vous avez parlé tout à l'heure de l'évacuation des eaux, mais on n'a pas évoqué du tout le résidu
de la dépollution, les boues résiduaires, que devient-elle au Luxembourg? Alors, la question en termes sanitaires ne se pose que si les boues, et au Luxembourg c'est souvent le cas, ne sont pas mis en digesteur anaérobie pour faire du biogaz. Et là, au moins, il n'y a pas de sortie. Par contre, la question s'est posée dès le départ de s'il y a une réutilisation de ces boues pour, imaginons, dans certaines circonstances, faire de l'amendement sur les champs. La première chose qu'on a vérifiée, suivant cette première question de dans les boues, est-ce qu'il y en a, puisque je vous ai montré qu'il y a une persistance du signal génomique plus importante. Est-ce que c'est accompagné de virus infectieux? Les personnels des stations d'épuration, je vous ai dit, nous ont posé aussi des questions et on a pu travailler avec le laboratoire du Luxembourg Institute of Health qui a les infrastructures pour faire de la culture, pour voir si les virus étaient infectieux. On a rapidement remarqué que les virus n'étaient pas infectieux lorsqu'ils arrivaient dans la station d'épuration, ce qui préserve la santé des travailleurs qui y sont et qui ne pose plus la question d'une accumulation dans les boues et l'utilisation de ces boues. Même si on va y retrouver du signal génomique, mais en termes de caractère infectieux, on n'a plus de de virus infectieux à ce niveau-là. Non, mais je voulais signaler qu'en France, on fait de l'épandage de boue. Y compris en Meurthe-et-Moselle. La question pour le SARS-CoV-2 s'est limitée dans les eaux usées à savoir si on pouvait avoir un système de traçage épidémiologique, mais la toute première question était la santé de la population, de travailleurs ou autres, suivant une propagation environnementale. La question n'a pas été plus loin parce que la survie n'est pas suffisante, mais imaginons un virus qui n'est pas un virus enveloppé, mais un virus nu qui sera plus résistant en termes aussi de caractère infectieux. En cas d'une épidémie, il faudra aussi se poser la question de la contamination directe des personnes via l'environnement, qui ne se pose pas ici, effectivement. Et la question des boues est primordiale. Et pour les antibiotiques, c'est la même chose. Eu égard au volume de boue, c'est quand même un problème important. Parce que toutes les boues ne sont pas digérées dans les méthaniseurs. Non, bien sûr. Donc là, il y a une analyse de risque à faire, mais l'analyse est surtout à faire en termes d'antibiorésistance. Est-ce que Jean-Claude, il y aurait des questions dans le chat? Non. Alors, si je peux me permettre peut-être une dernière question. Vous avez parlé de façon très intéressante d'une communication libre qui n'a pas eu lieu en France, de façon claire, non? Sur les analyses quotidiennes, si Aubépine publiait toutes les semaines une carte météorologique de l'augmentation ou de la diminution du SARS-CoV-2 dans les eaux usées. Jusqu'à avril, où on a transmis nos savoir-faire aux organismes d'État. Oui, et qui ont fait toutes les semaines, il y avait un site internet. Oui, je sais. Mais après, c'était la communication a changé quand même. Après, une fois que les laboratoires de recherche ont fait leur travail, on a transféré ça à d'autres organismes. Donc, par contre, Nancy privilégié et encore privilégié puisqu'on continue à le faire. Mais par contre, c'est l'ANSES qui a récupéré la surveillance au niveau national maintenant. Mais c'est extrêmement intéressant parce que il y a peut-être eu des études sociologiques dans la population, le fait de savoir ce qui se passe, de savoir si le risque augmente ou diminue. Est-ce que quelqu'un peut-être s'est intéressé à ça de manière plus scientifique? Est-ce que du côté des médias, il y a eu des réactions particulières? Parce que c'est quand même quelque chose que vous avez fait de façon systématique. Je pense que la première surprise dans la comparaison entre, je vais être vraiment politiquement correct, entre Luxembourg et la Belgique, comme ça je ne vais pas prendre la France comme exemple, c'est donc la Belgique n'a pas du tout eu de transparence sur ces questions, a eu un pouvoir politique qui a voulu contrer la diffusion des informations, très clairement, pour en discuter avec mes collègues belges. Sur le point de vue sociologique, en fait, la clé pour nous au Luxembourg, ça a été d'avoir d'excellents journalistes. En fait, j'étais très étonné dans toutes les conférences de presse dès le premier jour de la pandémie, des questions extrêmement pertinentes et d'un reporting dans les articles qui était très juste, qui a sans doute participé à avoir une opinion publique qui rapidement a été très favorable à ce mode d'information. Et par ailleurs, on a eu
un jeu politique aussi entre opposition et majorité, où l'opposition a demandé la disponibilité complète, mais ça s'est passé de manière très naturelle. Et aujourd'hui, on voit une progression, par exemple, de la connaissance du liste dans la population par le simple fait que les gens se sont intéressés à ces données qu'ils ont pris de manière très positive. On manque cependant d'une analyse sociologique rigoureuse. La question de savoir si c'est vraiment utile de le faire ou pas. Est-ce que ça, en dehors du fait de renseigner les gens et peut-être d'alimenter une réaction émotionnelle, est-ce que ça, en termes de santé publique, ça a présenté vraiment un intérêt? Ça a été, peut-être que l'autre point, c'est l'utilisation qui a été faite par la ministre de la Santé, qui a toujours été d'utiliser cette valeur un peu comme une objectivisation de l'information. C'est-à-dire, les eaux usées nous disent que ça augmente. Donc, il y a pour ce qui a été présenté et qui a été accepté par le public, c'est qu'il n'y avait pas de biais particulier qui était dû peut-être au nombre de personnes qui se faisaient tester. En fait, c'est rigoureusement toujours la même chose. Donc, on a une sorte de base de référence et c'est comme ça que ça a été pris par la population luxembourgeoise. En tout cas, j'ai entendu très peu d'opposition. Vous recevez toujours un mail ou deux de personnes injurieuses qui vous disent que c'est n'importe quoi, mais c'était très minoritaire. Allez-y. On peut peut-être dire que l'intérêt, je pense en tout cas, pour un pays comme la France, qui est un pays un peu plus vaste que le Luxembourg, c'est au début de la pandémie, surveiller les eaux usées, comme le disait très bien Henri Michel tout à l'heure, permet de savoir dans quelle ville il y a une émergence et de concentrer ensuite les prélèvements pour faire un taux d'incidence dans ces villes-là. Il ne faut pas oublier que tester une eau usée, c'est à peu près 1000 fois moins cher que de tester la population pour le même nombre d'individus représentés. Donc, au tout début d'une pandémie, c'est très intéressant de voir où ça émerge et ensuite de concentrer les efforts sur ces zones-là. Après, une fois, et on l'a vu, une fois que le virus circule dans toute la population, c'est très joli de voir les évolutions, une montée, descendre, apparition des variants. Mais à ce moment-là, en termes de santé publique, c'est peut-être un peu moins intéressant directement. L'autre aspect, c'est aussi de voir émerger des variants. Ça, c'est aussi très intéressant puisque pour le coup, on voit une concentration d'individus qui rejettent et on peut voir s'il y a des variants qui émergent. Donc ça, c'est le deuxième pôle d'intérêt qui me semble intéressant. Moi, comme ancien soignant, c'est aussi intéressant de savoir si dans une région, il y a une émergence extraordinaire qui va nécester des moyens sanitaires supplémentaires. Hein, ça, c'est vraiment très important. Alors, c'est très important. Si je peux ajouter un petit détail qui est qu'on a vécu. Nous sommes, par contre, nous, dans un petit pays et on avait des petites stations d'épuration qui étaient concernées. Par conséquent, on pouvait aussi être très précis sur les émergences. Et on a eu une émergence d'un foyer épidémique particulier en juillet 2020, alors qu'on avait interdit les grands rassemblements dans une zone très précise. On savait donc que c'était des rassemblements de 200 à 300 personnes, rassemblements familiaux dans une région avec une communauté particulière. Là, ça devenait très difficile, évidemment, de communiquer autour de cela parce que ça aurait montré du doigt telle ou telle communauté qui avait décidé, malgré tout, de faire une grande fête de famille au mois de juillet. Donc, à la fois, je suis tout à fait d'accord que ça montre les zones d'émergence, mais nous, on avait un problème d'être trop précis dans nos zones d'émergence. Donc, c'est un équilibre, évidemment, aussi en termes de gestion politique. Oui, madame. Il me semblait quand même que vous disiez qu'il y avait une corrélation entre le nombre de cas testés et la présence dans les eaux usées, mais il me semblait sur vos graphiques que justement en ce moment c'est en train de se décorréler. Alors, je ne suis pas rentré dans le détail, qui est en fait un point particulier, c'est les barres qui sont représentées en gris, c'est le nombre de personnes qui sont testées positives. Oui. Et donc, c'est évidemment dépendant du nombre de personnes qui se font tester. Le décrochage que vous voyez, c'est à partir du moment où l'État luxembourgeois a décidé de ne plus permettre le testing gratuit. Parce que il y a un décrochage. C'est exactement la même chose en France en ce moment. Voilà. C'est-à-dire que le nombre de tests est tombé, s'est effondré. Et donc, peut-être que c'est justement là,
un des intérêts du suivi par les eaux usées, c'est-à-dire que ça permet de voir que finalement le virus circule assez fortement. Enfin, il me semble sur les derniers. Tout à fait. C'est vraiment ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire que les personnes nous disent mais c'est fini. C'est fini. Ouais. Après, on voit les personnes qui vont pour d'autres raisons, par exemple à l'hôpital où on dit il faut quand même encore vous tester et qui sont très étonnés d'être positifs et donc d'être asymptomatiques ou très faiblement symptomatiques. Mais ce qui est important et qu'on n'avait pas, par exemple, avec les norovirus, c'est d'avoir l'information très fiable dans la population. Et là, on a pu l'avoir pendant 1 an et demi à 2 ans. Maintenant, quelque part, c'est validé. On sait que quand on a ces oscillations, si on a un niveau encore qui est élevé, c'est parce qu'il y a... Mais effectivement, aujourd'hui, on a un décrochage. On a eu aussi un décrochage avec l'arrivée d'Omicron, parce qu'en fait, la relation qu'on peut avoir entre le nombre de malades dans la population et la réponse, la proportionnalité, elle peut changer d'un variant à l'autre. Oui. Si le variant est moins sévère, eh bien, on a un décrochage aussi. Et donc, on a aussi pensé à certains moments faire des séries temporelles qui sont séparées par variant majoritaire, parce que la relation entre la courbe et les grilles change. Donc voilà, il y a toute une série de précautions à prendre. Je reviens sur la réception par le grand public. Les journalistes ont fait un travail de finesse sur ça en l'expliquant dans les articles. On leur doit une transmission à la population qui est très bonne. Donc c'était un exercice intéressant aussi, cette translation ou cette traduction plutôt en français pour le public.